Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le goût de la liberté retrouvé dans les EHPAD avec 9 pensionnaires sur 10 ayant reçu une première dose de vaccin. Les établissements autorisent le retour des activités en groupe et des visites dans les chambres. La vaccination, elle, va en revanche ralentir à nouveau. Le laboratoire AstraZeneca annonce qu'il ne pourra pas honorer ses commandes européennes. Le Royaume-Uni et les États-Unis refusent de laisser sortir les doses fabriquées sur leur sol. Les États-Unis, où la crise a aussi, vous le verrez, ces profiteurs, des milliers d'Américains en difficulté ont recours à des avances sur salaire auprès de sociétés spécialisées. Mais les commissions, elles, sont exorbitantes. Dans ce journal également, un food truck 3 étoiles aux commandes. Un chef qui a décroché son 3e macaron l'an dernier, mais faute de pouvoir ouvrir son restaurant, il a décidé de conquérir de nouveaux clients dans la rue. Et puis, nous vous emmènerons au nord de la Russie à la découverte des cathédrales de bois. Celles de l'île de Kiji sont construites sans un seul clou, des bijoux aussi précieux que fragiles. Une 8e merveille du monde pour les habitants de la région. C'est une libération à laquelle beaucoup ne croyaient plus, avec 87% des pensionnaires des EHPAD qui ont reçu au moins une dose de vaccin. Le gouvernement autorise enfin un allègement du protocole sanitaire. Cela veut dire le retour des activités en groupe, mais aussi des visites de la famille dans les chambres. Bref, une vie presque normale. Mathilde Guédégan, Noélie Claire et Christophe Deveau. On va enlever le système de séparation des visites et puis on va pouvoir enlever tous les affichages ici. Nouveau protocole sanitaire dans les EHPAD. Les règles vont être assouplies, notamment pour les visites des familles. Vous êtes bien, hein? Je ne sais pas trop à me plaindre. Un soulagement pour les résidents, comme Madeleine, 98 ans. Ça fait plaisir. Une chose de liberté. Parce qu'on est très bien, mais ça fait un peu prison. À partir de la semaine prochaine, Bonjour. Allez, viens avec moi. la fille de Madeleine n'aura plus besoin de prendre rendez-vous pour venir la voir. Bon, ben t'es jolie, alors c'est bien. On avait droit à 1 heure 2 fois par semaine, mais c'était une contrainte. Il y avait une inscription à faire, il y avait un horaire à respecter. Elle n'a pas vu ses petits-enfants depuis le mois d'août. Ses petits-enfants, Madeleine pourra les voir plus facilement. Le contact est très important, notamment pour les personnes âgées. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, on puisse avoir plus de visites et reprendre une vie normale. Des nouvelles règles très attendues ici aussi dans cet établissement en région parisienne. Les résidents qui ont reçu 2 doses de vaccin vont pouvoir aller passer quelques jours dans leur famille. Chambre 110. Pierrette, 91 ans, 2 petits-enfants. Marina et Hugo. Attendez cela avec impatience. Il y aura les petites sorties en famille, déjà ce qui est pas mal, et après les restaurants on verra. Parce qu'il ne faut pas être trop gourmand non plus. Hein. Il faut déjà qu'il soit ouvert. Les simples sorties qu'on pouvait faire, c'est d'aller chez le médecin, chez le dentiste. C'est tout. Sentir vivre. Ceux qui ne sont pas encore vaccinés pourront aussi rendre visite à leurs proches, mais ils devront effectuer un test à leur retour et s'isoler 1 semaine. Dernière bonne nouvelle, les activités collectives reprennent enfin. Atelier floral cet après-midi. Beaucoup de bien, surtout avec les autres résidents. Des règles moins strictes, mais attention, les gestes barrières doivent toujours être respectés. Voilà pour les EHPAD. Ambiance très différente en revanche dans les services de réanimation. Pour éviter la saturation, certains hôpitaux parisiens ont organisé leur premier transfert de patients aujourd'hui. Julien Roux, Christophe Moutot et Cédric Even. À bord de cet hélicoptère qui atterrit ce matin au CHU de Nantes, un patient Covid, évacué d'Île-de-France. Signe supplémentaire de l'urgence de la situation en région parisienne. Où seront accueillis les patients ? 3 hélicoptères ont décollé ce matin de ces hôpitaux parisiens pour transférer 3 malades vers Le Mans, Angers et Nantes. La région Pays de la Loire est la première à venir soulager les hôpitaux franciliens. La Nouvelle-Aquitaine prêtera main forte dès demain et l'Occitanie devrait accueillir 90 patients dans les 3 prochaines semaines. Quel est le profil des patients transférés ? Il y a plusieurs critères à respecter et ils ne sont pas uniquement médicaux. Il faut d'abord obtenir le consentement de leurs proches et que l'état des patients soit relativement stable. Les malades les plus gravement atteints ne peuvent pas être transportés.
Il faut des patients qui ne sont pas en phase d'aggravation. Ce sont des patients qui ne vont pas sortir de réanimation dans les 2 jours. Ça perd son intérêt. Donc ce sont des patients qui ont encore besoin de ventilation suffisamment longtemps, mais qui sont dans la phase de stabilité. Quels sont les moyens utilisés? Depuis un an, 660 patients ont été transférés d'une région à une autre en hélicoptère, en avion ou en train. Des opérations d'envergure similaire se préparent. Un TGV médicalisé avec 24 patients devrait quitter Paris jeudi prochain. Mais pour ce spécialiste de la médecine d'urgence, ces évacuations sanitaires ne sont pas une solution pérenne. Parce que c'est très compliqué d'un point de vue logistique, parce que c'est risqué pour les patients, parce que c'est compliqué pour les familles aussi, d'avoir les proches éloignés, et puis parce que le système de santé ne va pas pouvoir persister comme ça en se déversant sur d'autres régions. Et puis aussi, finalement, parce que les autres réanimations vont rapidement être débordées. 3 autres patients d'Île-de-France seront transportés demain par hélicoptère vers les Pays de la Loire et un avion doit également évacuer des malades vers le CHU de Bordeaux. Et alors que les Niçois entament leur 3e week-end de confinement, le 2e pour les habitants du Pas-de-Calais, beaucoup s'étonnent que l'Île-de-France y échappe encore. Alors essayons de comprendre pourquoi le gouvernement a choisi pour l'instant de ne pas y avoir recours avec Axel Cario et Irina Fournier. Écoutez. Ambiance le week-end à Nice. Même ambiance dans le Pas-de-Calais. Et voici Paris ce samedi après-midi. Dans ces 3 zones, le virus circule pourtant très activement. Alors pourquoi l'Île-de-France échappe-t-elle au confinement? Où en est la situation sanitaire? Avec 469 cas pour 100 000 habitants, le département des Alpes-Maritimes est confiné le week-end. Avec un chiffre quasiment identique, la Seine-Saint-Denis ne l'est pas. 418 dans le Pas-de-Calais, confiné. 414 dans le Val-de-Marne, pas confiné. Incohérent, pas vraiment car la situation hospitalière n'est pas comparable. L'Île-de-France dispose d'un nombre plus important de petites structures, hôpitaux privés, cliniques, qui disposent de services de réanimation post-opératoire. S'il était décidé d'arrêter un certain nombre de programmes opératoires non urgents, ces lits pourraient être dédiés à la prise en charge des patients et la Covid-19. Mais l'aspect sanitaire n'explique pas tout. Quelle volonté politique! Dans les Alpes-Maritimes, le maire de Nice et le député du département avaient réclamé ce confinement. En Île-de-France, Anne Hidalgo y est farouchement opposée. La présidente de la région, Valérie Pécresse, reste sur la réserve. Les élus craignent des tensions sociales, notamment dans les quartiers populaires et les banlieues. Il y a une lassitude de nos concitoyens. Le département de la Seine-Saint-Denis est un département jeune et populaire. Par ailleurs, quand il y a eu un confinement, il n'y a pas 20% de la population de Seine-Saint-Denis qui est partie se confiner dans sa résidence secondaire. Nous voulons accélérer la vaccination. Des risques de tension sociale et des risques financiers. Quelles conséquences si l'Île-de-France était confinée le week-end? Avec 12 millions d'habitants, elle est le poumon économique du pays. Le premier confinement, il y a un an, y a détruit 180 000 emplois, la moitié du total des emplois détruits en France depuis le début de la crise. Le gouvernement marche sur des œufs. Le poids du PIB de l'Île-de-France, c'est 30% du PIB de la France. Donc effectivement, si on empêche cette région de consommer, eh bien, il y aura de facto un impact sur la totalité de la croissance française. Un confinement en Île-de-France qui n'est toutefois pas exclu. Sans jamais prononcer le mot, Jean Castex a déclaré hier qu'il fallait se tenir prêt à prendre des mesures si la situation l'exige. Et justement, pour éviter tout reconfinement, le pari est de vacciner le plus vite possible dans les régions les plus touchées. Certains centres, vous le voyez, ont rouvert leurs portes ce week-end, comme ici à Cergy, dans le Val d'Oise, où les pompiers accueillent à flux tendu. Un élan qui va malheureusement devoir se ralentir dans les prochains jours. Le laboratoire AstraZeneca a annoncé ce matin de nouveaux retards de livraison. Il ne pourra honorer qu'un quart de ses promesses. Une énième déconvenue pour l'Europe, comme nous l'expliquent Mathieu Poissonnet et David Bordier. Il était censé être le sérum de la vaccination à grande échelle. En fin d'année dernière, AstraZeneca nous promettait 120 millions de doses dès le premier trimestre. Et ça, seulement pour l'Union européenne. En janvier, la promesse est divisée par 3, plus que 40 millions. Et ces jours-ci, on apprend qu'il n'y en aura finalement que 30 millions. Voilà qui met à mal la promesse du gouvernement
10 millions de vaccinés d'ici mi-avril. Il a l'avantage de pouvoir se conserver à température relativement ordinaire, il a l'avantage de ne pas coûter très cher, à l'inverse des vaccins ARN modifiés ou autres. Donc effectivement, il avait une part importante dans l'espérance qu'on avait de vacciner très largement la population. Mais où sont passées les doses? Eh bien, pour la plupart, elles n'ont tout simplement pas encore été fabriquées. C'est ce que confiait il y a 10 jours le patron d'AstraZeneca devant les députés européens. La raison pour laquelle nos livraisons sont plus basses que prévu est simple. Ça a à voir avec la fabrication. Nous avons une moins bonne productivité que ce que nous espérions. Certes, les fabricants européens ne tournent pas encore à plein régime. Mais 50% des vaccins AstraZeneca promis à l'Europe devaient être importés du Royaume-Uni ou des États-Unis. Cela, pourquoi n'arrive-t-il pas? Eh bien, on apprend ces jours-ci qu'AstraZeneca comptait faire venir en Europe 10 millions de doses depuis les États-Unis. Les Américains ont refusé ce transfert. Pire, des dizaines de millions de doses seraient interdites de quitter le pays, ordre de la Maison-Blanche, alors que là-bas, figurez-vous, AstraZeneca n'est même pas encore homologué. Tout le monde veut une grosse part du gâteau, et ça, c'est pas possible. Les productions qui sont aux États-Unis ou au Royaume-Uni ne peuvent pas sortir parce que, à la fois, le gouvernement américain et le gouvernement du Royaume-Uni cherchent à garder les doses. Dans le même temps, nous, Européens, avons mis en place un mécanisme pour contrôler l'exportation des vaccins fabriqués sur le vieux continent. Près de 34 millions de doses ont tout de même quitté l'Union depuis le 1er février. Le vaccin AstraZeneca qui n'arrange donc pas son image dans l'opinion. En fin de semaine, vous le savez, ce sont des doutes sur d'éventuels cas de thrombose qui ont poussé quelques pays à suspendre leurs injections. D'après un récent sondage, près de 3 Français sur 4 estiment que les vaccins contre le Covid-19 peuvent entraîner des effets secondaires. Bonsoir Samira. Bonsoir Anne-Claire. Alors, est-ce que ce ressenti, il est vrai ? En France, il y a un organisme qui recense tous les effets secondaires. Anne-Claire, c'est l'Agence nationale du médicament. Elle publie ses résultats toutes les semaines et voici ce que dit son dernier rapport. D'abord, pour ce qui est des thromboses, justement, et les problèmes de coagulation sanguine, c'est ce qui a poussé ces pays à suspendre les vaccins. En France, on compte un cas sur les 5 millions de personnes qui ont été vaccinées au 4 mars. Alors on surveille évidemment, mais il n'y a pour l'instant aucun lien établi entre ce patient et sa vaccination. D'autant que les thromboses, Anne-Claire, c'est une maladie qui est très répandue en France dans la population générale. Regardez les chiffres, on compte 93 cas pour 100 000 habitants contre 0,19 cas pour 100 000 personnes vaccinées. Ça veut dire qu'on est bien en dessous des risques habituels. Et puis la mauvaise réputation d'AstraZeneca, elle a aussi pour origine des effets secondaires sans gravité, mais plutôt désagréables qu'on a observés notamment chez les jeunes soignants. Alors c'est vrai, dans la grande majorité des cas, on parle de syndrome grippaux, une fièvre élevée, des courbatures qui apparaissent généralement dans les 24 heures, ou alors, mais c'est moins fréquent, des nausées et des troubles gastriques. Et dans 9% des cas, les symptômes correspondent à des migraines ou des sensations de vertige. Rien d'alarmant pour l'instant. On retrouve globalement les mêmes effets que pour d'autres vaccins. Et dans des proportions moindres, regardez les chiffres, toujours en France, sur les 454 000 injections d'AstraZeneca, on compte un peu plus de 3 000 effets. Ça représente 0,66% des vaccinations. Ça baisse même depuis une semaine. Concernant les autres vaccins, c'est encore moins. Les effets sur Pfizer représentent 0,19% des injections. Et pour Moderna, vous le voyez, 0,12%. Si on compare avec le vaccin contre la grippe classique, les symptômes sont plus fréquents. Ils touchent entre 1 à 10% des personnes vaccinées. Merci beaucoup Samira pour cette démonstration. Partons maintenant en Espagne avec cette conséquence sociale de cette année de confinement. Le nombre de divorces y a explosé au dernier trimestre 2020. Ils ont bondi de 17%, à tel point, vous allez le voir, que certains avocats ont fait de la séparation express un argument marketing. Reportage Julien Garel, Maxime Rousseau et Kylian Lebouquin. Impossible de la louper lorsqu'elle circule dans Madrid. Slogan tape à l'œil et lettres rose bonbon, cette camionnette vous invite à faire enfin le grand saut, quitter votre conjoint. Ça, c'est la divortionnette, la camionnette du divorce. Le but, c'est de briser le tabou autour de cette pratique. Alberto est un avocat un peu particulier. Il s'est spécialisé dans le divorce rapide et bon marché. Voici l'un de nos slogans. Un mariage heureux n'a pas de prix, un divorce amical, si, 150 € par conjoint. Et on fait ça en 24 heures. Et pour vendre ses services, il ne recule devant rien.
ni personne. Une petite carte, madame? Je vous souhaite de ne jamais en avoir besoin. Derrière ces méthodes peu conventionnelles, Alberto surfe sur une tendance lourde. Jamais les Espagnols n'ont eu autant envie de divorcer que ces derniers mois. Et la principale raison tient en un mot, confinement. Comment ça va, Javier? Soulagé d'avoir pris cette décision? Oui, je suis content. La cohabitation se passait de plus en plus mal et le confinement a tout fait voler en éclats. J'étais avec ma compagne depuis 2003 et 2020 a été la pire année de ma vie. Un cas loin d'être isolé, depuis le confinement, les demandes de divorce arrivées sur le bureau d'Alberto ont augmenté de 25%. En Espagne, il y a tout simplement eu une avalanche de divorces post-confinement. Beaucoup ont voulu se séparer en urgence pour ne surtout pas passer un nouveau confinement ensemble. Mais certains, à l'inverse, tentent de réconcilier les époux éprouvés par l'enfermement. Raoul est psychologue, spécialisé dans les thérapies de couple. En Espagne, on a eu l'un des confinements les plus stricts d'Europe. Certaines personnes ont alors découvert les défauts de leur conjoint et ne pouvaient plus les supporter. Un psychologue, youtubeur. Allez, la lumière est prête, on va pouvoir faire une petite vidéo. Bonjour à tous, c'est Raoul d'ABC Psychologos. Et ce qui cartonne en ce moment sur sa chaîne, ce sont les conseils en cas de reconfinement. Chacun doit avoir son espace et ne pas partager toutes les activités avec son conjoint. De nombreuses demandes de séparation se concrétiseront en 2021, qui pourrait être une année de déficit matrimonial en Espagne, avec plus de divorces que de noces. Aux États-Unis, c'est un gigantesque plan de relance de 1 900 milliards de dollars que Joe Biden vient de signer. L'an dernier, le pays a connu la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Une crise qui, comme toujours, vous allez le voir, a ses profiteurs. Les salariés les plus précaires demandent souvent des avances sur salaire auprès de sociétés spécialisées. Mais les frais de ces prêts à très court terme peuvent atteindre des proportions exorbitantes. Démonstration Amandine Atalaya, Julie Hacher et Adrien Ponsard. À l'issue de cette année difficile, où l'économie américaine est tombée en récession, avec près de 15 millions d'Américains au chômage, des banques alimentaires débordées, les travailleurs, comme ici à New York, s'enfoncent un peu plus chaque jour dans la pauvreté et se tournent vers des applications qui permettent de toucher tout ou partie de leur salaire en avance. Leur succès est immense. Sur Earnin, par exemple, vous vous inscrivez en quelques minutes. Vous indiquez seulement vos coordonnées bancaires et vous pouvez aussitôt recevoir un acompte sur salaire, moyennant 2 à 4 euros de frais selon le montant. Encore plus étonnant, des centaines d'employeurs américains proposent eux-mêmes ce service à leurs salariés. Des supermarchés, des hôpitaux ou des maisons de santé comme celle-ci, cliente de l'application DailyPay. Tous les employés ici sont incités à la télécharger. 300 d'entre eux sur 600 l'utilisent régulièrement. On met les informations sur chaque feuille de paie pour qu'ils puissent s'inscrire facilement. En ce moment, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Donc nos employés ont besoin d'argent tout de suite pour aider leur famille. C'est une idée formidable et nos retours sont très positifs. Cela ne coûte strictement rien à l'employeur, mais cela peut finir par coûter cher aux employés, comme Ebony, l'une des infirmières de cette maison de santé. J'ai beaucoup utilisé l'application cette année. Et en un clic, le transfert est fait, c'est ça ? Oui, c'est très simple. 40 euros, 100 euros, 60 euros, Ebony prélève de petits montants. Elle ne veut pas puiser dans ses maigres économies son filet de sécurité. En ce moment, je m'en sers quand j'ai besoin de faire des courses ou de payer une facture. Ça m'aide. À chaque fois, DailyPay prélève 2,50 € pour un acompte sur salaire transféré le lendemain, quel que soit le montant. Depuis que je l'utilise, ça fait environ 2 ans. Je dirais que ça m'a coûté 800 € en tout. Alors, au moment où des millions d'Américains perdent pied financièrement avec une énorme recrudescence des vols à l'étalage dans les magasins, pour survivre, ils veulent du pain, du lait, des œufs. ces applications plébiscitées, plus 400% d'utilisation pendant la pandémie, ne contribuent-elles pas à la spirale de la dette ? Non, répond l'une des dirigeantes de DailyPay. Au début, beaucoup d'entreprises étaient inquiètes. Elles craignaient que les salariés retirent tout leur salaire en avance et qu'ils le dépensent en s'endettant. Mais quand vous y pensez, personne ne se précipite au distributeur pour prendre tout l'argent sur son compte en banque dès qu'il arrive dessus. À chacun d'être responsable, et nos clients le sont.
Ces entreprises espèrent se développer dans le plus grand nombre de pays possible. Certaines start-up viennent de se lancer sur le marché en France. Au Royaume-Uni, voilà maintenant 2 mois et demi que le Brexit est entré en vigueur et parmi les mécontents, il y a les habitants d'Irlande du Nord, en tout cas ceux qui sont attachés à la couronne britannique. Ils sont les seuls à être restés au sein de l'Union douanière européenne. Suite à la guerre civile, les accords de paix ne permettaient pas d'instaurer une frontière entre les deux Irlandes. Un nouveau système qui a de fait totalement isolé le Nord. Un enfer au quotidien pour les habitants, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Michel Scott et Gilles Parot. Pour garnir les rayons de son épicerie, Samuel Cotter a de plus en plus de mal. Les commandes faites avant Noël arrivent à peine aujourd'hui, avec plus de 2 mois de retard. Tout ça pourquoi? Parce qu'une frontière a été instaurée pour toutes les marchandises entre le reste du Royaume-Uni et l'Irlande du Nord où il se trouve. Regardez, chaque article doit comporter un code européen et une référence pour pouvoir traverser jusqu'ici. Et pour chacune de ces commandes, il faut payer entre 30 et 70 livres en frais administratifs. Moi, il m'a fallu 1 mois pour faire venir un frigo. Et la dame pour laquelle je travaille, elle s'est acheté un lit en Angleterre. Eh bien, on lui a dit, désolé, on ne livre pas en Irlande du Nord. La stricte vérification des normes européennes s'applique en effet ici à l'entrée des ports nord-irlandais, pour tout ce qui vient d'Angleterre, du Pays de Galles ou d'Écosse, entraînant des blocages jamais vus dans les chaînes d'approvisionnement intra-britanniques. Cette bizarrerie est due à l'impossibilité de réintroduire une frontière européenne là où elle devrait être, entre le nord et le sud de l'Irlande. Il y va des accords de paix autrefois signés dans l'île. De ce côté-ci, du coup, pas de contrôle, aucune barrière. Et ce statut spécial qui maintient de fait l'Irlande du Nord dans le marché unique européen conduit à des situations kafkaïennes. Jusqu'à ces dernières semaines, Colin McKee achetait ses têtes de bétail dans une autre région du Royaume-Uni, l'Écosse. Impossible aujourd'hui, c'est vers le sud, et donc en Europe qu'il doit se fournir. Ces vaches que vous voyez là, je les ai commandées pas plus tard qu'hier, en Irlande du Sud, et elles m'ont déjà été livrées. Si je les commande en Écosse, comme je le faisais avant, elles vont commencer par être bloquées pendant 1 mois avant de nouveaux contrôles vétérinaires à la descente du bateau. Et voilà ce que l'on voit de plus en plus sur les murs de Belfast, ce genre d'inscription, non à une frontière en mer d'Irlande, c'est-à-dire non à ces contrôles européens qui distinguent l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni aux grandes dames des partisans de l'intégrité territoriale de ce pays. Et il y a des imprécations, des menaces même contre les employés des ports qui ne font pourtant qu'appliquer les consignes issues de l'accord sur le Brexit. Les unionistes, comme on appelle ces farouches défenseurs de l'unité du royaume, promettent de ne pas se laisser faire. Ils veulent nous forcer à couper les ponts avec notre propre pays et à fusionner avec l'Irlande. Quand on nous a vendu le Brexit, on ne nous a jamais dit que ça se passerait comme ça. Ça peut redevenir violent ici. Pour l'instant, les gens ne descendent pas dans la rue parce qu'il y a le coronavirus, mais dès que possible, ça risque d'arriver. Pour tous ceux qui sont attachés ici à la couronne britannique, l'entrée en vigueur du Brexit a eu pour première conséquence un risque d'éclatement du Royaume-Uni qu'ils n'avaient pas vu venir et une inexorable dérive vers le rattachement de leur province au reste de l'Irlande, un scénario noir qu'ils veulent à tout prix éviter. Partons à présent au Portugal avec l'histoire d'une renaissance. Dans les années 2000, les usines de chaussures y ont été frappées de plein fouet par la concurrence chinoise. Elles ont alors décidé de s'attaquer au marché haut de gamme. Aujourd'hui, c'est toute une vallée qui travaille à la main pour le luxe. Charles Divot et Maxime Rousseau. De la semelle au lacet, les gestes sont précis, millimétrés. Aucun détail n'est laissé au hasard. Dans cet atelier, ne sont fabriquées que des chaussures haut de gamme, vendues ensuite dans le monde entier. On travaille pour beaucoup de marques étrangères. En fait, les consommateurs sont étonnés quand ils voient l'étiquette « Fabriqué au Portugal ». Nous sommes au nord du Portugal, dans ce que beaucoup surnomment la vallée de la chaussure. 80 millions de paires produites ici, l'an dernier. Cet atelier a une capacité de 800 paires par jour. Une goutte d'eau comparée aux industries chinoises.
Voilà pourquoi le pays mise avant tout sur son artisanat. Ici, les employés sont tous formés à travailler uniquement à la main. Là, regardez, c'est la dernière étape, la couture de la semelle. Tout est fait à la main. On ne peut rien mécaniser. Une qualité qui a su séduire quelques très grands noms de la mode. Chanel, Louis Vuitton, Prada pour ne citer que. Résultat, la chaussure est devenue l'économie principale de la région. Ma femme travaille dans la chaussure, mon fils, mes neveux, toute ma famille. Le Portugal, nouvel Eldorado de la chaussure de luxe, mais pas à n'importe quel coût. Ce qui attire aussi les grandes marques étrangères à venir produire leurs chaussures ici au Portugal, c'est une main-d'œuvre très bon marché. Au Portugal, le salaire minimum ne dépasse pas les 700 € par mois. C'est évidemment plus qu'en Chine, mais beaucoup moins qu'en France. De quoi s'offrir de très belles marges, tout en conservant une fabrication européenne. Et surtout, une proximité géographique qui permet de sortir une nouvelle collection en quelques semaines. On apporte la qualité, mais aussi la rapidité de production et de livraison. Et surtout, des prix très compétitifs. Car une fois en boutique, ces baskets, bottines ou autres chaussures de ville sont vendues plusieurs centaines d'euros. Venez, suivez-moi. Pour continuer à attirer les clients étrangers, le pays mise aussi sur de nouvelles technologies. Dans ce laboratoire, une dizaine de scientifiques tentent de trouver les innovations de demain. Chaussures totalement imperméables, quasi indestructibles, ou encore 100% végétales. Ça, c'est une chaussure réalisée sans aucun produit chimique. Tout est naturel dedans. Si les Portugais ont longtemps été cloisonnés à un rôle de sous-traitants, ils tentent désormais de créer leur propre marque. Qu'est-ce que tu penses de cette couleur pour ce cuir? Oui, c'est joli. En s'appuyant notamment sur une nouvelle génération de designers. Moi, je suis très fier de travailler pour une marque portugaise qui va ensuite être portée dans le monde entier. Avec l'espoir de se faire rapidement un nom aux côtés des plus grandes marques françaises ou italiennes et devenir ainsi l'un des leaders de la chaussure de luxe. Le luxe qui est parfois au coin de la rue. Si vous habitez Marseille, peut-être pourrez-vous vous offrir un petit plaisir au comptoir du food truck du chef Alexandre Mazia. Cette année, il est le seul à avoir obtenu une 3e étoile au guide Michelin. Et en attendant que son restaurant ne rouvre ses portes, il en fait partager les habitants du quartier. Linda Huré et Henri-Paul Amar. Pour toute commande, c'est sur le côté. À première vue, c'est un food truck comme un autre ou presque à Marseille. Quand il est velouté, c'est ce que vous allez mettre sur votre tartare de Saint-Jacques, que vous pouvez réchauffer aussi si vous le désirez. Mais aux commandes, c'est un chef étoilé, Alexandre Mazia, tout juste auréolé d'un 3e macaron du guide rouge. Il est le seul à avoir obtenu cette consécration cette année. Pour nous, cuisiniers, de mettre une veste 3 étoiles, je pense qu'il y a une certaine fierté. Puis aussi en même temps, ça montre aussi une certaine rigueur, mais aussi une assiduité dans le travail. Si l'établissement est fermé au public, évidemment, Alexandre Mazia et son équipe s'activent chaque jour pour préparer ses plats à emporter du food truck, avec toujours la même inventivité. On peut mettre un peu d'oxalis et à ce moment-là, on met un peu de rouge métis par-dessus. Et la rigueur d'un 3 étoiles. Le niveau d'exigence, on l'a au quotidien, que ce soit pour le food truck comme pour le restaurant, parce que c'est l'ADN, quoi. Il maintient le travail, déjà on n'est pas à la maison, il y a beaucoup de restaurants de Palace parisien par exemple qui sont complètement fermés, qui ont mis la clé sous la porte. On a la chance d'avoir nos clients qui nous suivent aussi. Chaque jour, jusqu'à 200 plats sont préparés dans la cuisine et le food truck, installé à 2 pas du restaurant, des formules snacking à 25 € ou des menus gastronomiques à 55. On a 21 personnes qui sont là tous les jours, qui tournent à tour de rôle avec le chômage partiel, donc ça c'est super. De pouvoir continuer avec notre filière de producteurs, nos maraîchers, nos pêcheurs, qui continuent à alimenter. Faites gaffe au transport quand même. En vélo, soyez prudents. Ce qui est intéressant aussi, c'est de rencontrer d'autres clients. C'est-à-dire qu'un restaurant, souvent, ça a une vocation nationale, voire internationale, surtout quand on est dans de la gastronomie. Et là, on a la clientèle du quartier. Et un macaron supplémentaire attire désormais de nouveaux gourmets. Tester du street food étoilé, c'est génial. C'est de pouvoir y accéder, c'est super. Moi, j'ai découvert chez Nice des choses avec des associations que jamais j'aurais imaginé que ça pouvait fonctionner. Oser les cuissons, les épices, les textures, l'univers d'Alexandre Mazia est une expérience, un voyage où l'ancien champion de basket cultive l'exigence. Il profite même de la présence de son équipe pour régulièrement s'entraîner sur des plats
ou du dressage. Gardez la main en espérant la réouverture pour enfin servir ce menu 3 étoiles à table. Les restaurants qui nous manquent cruellement, autant que les salles de cinéma. Le monde de la culture l'a vertement signifié hier soir à la ministre Roselyne Bachelot lors de la 46e édition des Césars. Et un peu partout, des formes de résistance s'organisent. Occupation de théâtre ou projection de films sur rendez-vous. Ce week-end, plusieurs directeurs de salles ont décidé de contourner l'interdiction d'ouvrir. Un exemple à Caen avec Anaïs Lebranchu et Antoine Vulliez. Confortablement assis dans un siège en velours, les yeux rivés sur l'écran géant. Sentez-vous grossiant ? Non, ce ne sont pas des images d'archives. Un an jour pour jour après sa fermeture, ce cinéma a permis à quelques chanceux de retrouver des sensations oubliées. Il faut aller au cinéma pour profiter pleinement, effectivement, d'être sur un grand écran, d'être immergé dans une salle obscure. Je suis ému. C'est comme d'aller dans un spectacle, dans un concert. On participe à quelque chose de vivant dans lequel on est entraîné. Une immersion possible exceptionnellement. Cette séance gratuite sur inscription est légale. Elle a pour but d'évaluer le film avant sa diffusion officielle, un procédé qui échappe aux interdictions du gouvernement. C'est un grand plaisir, une grande joie, mais aussi une grande émotion de vous accueillir. Après de nombreux mois de fermeture, c'est l'occasion pour les exploitants d'enfin retrouver leur public. Les habitudes se prennent autrement sur du dématérialisé et certaines plateformes en profitent pour évidemment se gaver à la fois de nos spectateurs et de nos films. Et donc il y a une réelle inquiétude sur la capacité après à relancer le lien avec nos spectateurs. Les professionnels du cinéma souhaitent donc reprendre leur activité au plus vite. Comme aujourd'hui, ils sont prêts à ouvrir dans les règles. Il y a 200 places. Pour la séance d'aujourd'hui, on a établi une jauge à 30%, donc on va avoir 70 personnes. Il y a suffisamment de place pour que les gens se mettent à distance et évidemment, ils garderont le masque. Les spectateurs sont unanimes, ils n'ont pas peur de retourner au cinéma. Je ne vois pas pourquoi on peut aller dans les magasins et pas au cinéma, ça c'est clair. Il suffit de donner les règles aux gens et je pense que les gens vont volontiers accepter ces règles. Cette réouverture symbolique à Caen est menée jusqu'à demain dans une vingtaine de salles de cinéma en France. Et à quelques jours du 17 mars, date d'entrée en vigueur du premier confinement, nous avons décidé de prendre des nouvelles de ces Français qui avaient accepté à l'époque de nous raconter leur vie à distance. Parmi eux, François Allu, premier danseur de l'Opéra de Paris, un métier où l'absence de la scène est une vraie souffrance. Michael Guilleux et Sébastien Maloiseau. Sans scène, sans voix. Enlever au danseur son public, c'est lui voler ce moment de grâce pour lequel il a tant sacrifié. Alors, même si ce sont des techniciens ce matin-là dans les gradins, même si le ballet sera dansé seulement pour la télé, c'est déjà un premier pas. Ça me donne de l'espoir en fait quand je vois ça. D'entendre des voix, il y a de la lumière sur le plateau, il y a un décor, donc en fait je me dis, le spectacle va jouer quoi, tu vois. Lors du confinement, François Allu avait filmé pour nous sa vie, ses états d'âme. Okay. Nous avons retracé ensemble cette année de pandémie. François Allu est confiné à la campagne. J'ai réalisé cette vidéo pour décrire les différents états émotionnels par lesquels je suis passé pendant ce confinement. Avec d'autres danseurs de l'opéra, il prépare des vidéos pour donner le sourire aux soignants. J'ai la chance d'avoir un père qui bricole beaucoup. C'est essentiel de passer du temps avec des gens qu'on aime. Je le pense de plus en plus aujourd'hui. Vraiment, j'ai profité de cette période aussi pour faire cette adolescence que j'ai pas faite, pour encore mieux connaître mes parents, pour retourner aux sources finalement et puis revenir aux sources aussi de la vie, c'est-à-dire les choses simples en fait. Depuis 7 mois, ce premier danseur de l'Opéra de Paris a repris son scooter pour se rendre tous les jours dans ce palais surnommé par ses pensionnaires la maison. On a quand même grandi tous ensemble depuis des années dans cette institution, donc c'est vrai que c'est chouette de se retrouver. Et puis on retrouve l'émulation dans les cours de danse notamment, le challenge. Le public n'est pas encore revenu. L'autodérision, elle, est restée. Je fais Notre-Dame. Ah, tu fais Notre-Dame? Ah, c'est cool, ben, on va se revoir. En raison du protocole sanitaire,
nous n'avons pas pu filmer de répétition avec ses partenaires. D'habitude, dans les courants collectifs, on est tous masqués. Et il y a seulement au moment des grands sauts et des choses qui demandent une grosse énergie cardiaque qu'on se permet d'enlever le masque. En attendant la réouverture, à la barre et en répétition, François met pendant des heures son corps à l'épreuve. Il n'y a rien de plus beau que de célébrer un spectacle, et puis d'en parler après, et puis d'aller au restaurant après. Et puis, enfin, tous ces rituels, c'est vrai que on est nostalgique. Moi, j'essaie juste de ne pas trop me concentrer là-dessus. De pouvoir danser, de pouvoir avoir la musique, de pouvoir incarner un personnage, c'est un vrai bonheur parce qu'on fait vraiment une fuite de la réalité en incarnant des personnages qui n'ont rien à voir avec nous. Et c'est une chance inouïe. Évidemment, il y a l'impatience. Mais à côté de l'opéra, François a d'autres projets. L'écriture, la réalisation de courts-métrages. Et puis cette année, pour cet hyperactif qui ne s'était jamais arrêté, le rapport au temps a changé. Le rythme n'a pas complètement repris, mais on n'est plus sur la même vitesse que pendant le confinement. Et j'essaie de m'efforcer, voilà, tous les matins quand je me réveille, je me prends généralement 30-40 minutes où je ne fais rien, j'allume pas le téléphone et j'essaie de me remettre dans cet état justement de paix, où le temps ralentit. Accepter de prendre le temps, être moins impatient. Leçon d'une année de pandémie qui n'aura pas réussi à entamer l'enthousiasme de ce grand enfant. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de créer. Et justement, parce que la beauté est le meilleur antidote à l'ennui qui nous guette tous en ces temps d'immobilisme, je vous propose ce soir de partir à la découverte de la 8e merveille du monde, en tout cas du point de vue des habitants de la Carélie, tout au nord de la Russie. Là-bas s'élève une cathédrale de bois construite sans un seul clou, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Marc de Chevigny et Bichente Akala. Nous l'avions deviné en rêve. Tout là-bas, au nord. Allez-y, nous avait-on dit. Et peut-être, l'âme russe se laissera capturer. Un instant. Il nous fallait quitter Moscou, la capitale, et grimper dans l'un de ces trains-couchettes qui permettent de rejoindre les lointaines provinces de la Russie. Direction Kiji, en Carélie, plein nord. 10 heures sur les rails. Au dehors, la plaine blanche et la nuit noire. Au dedans, le thé noir. La nuit blanche. Nous étions sur le bon chemin. Vous allez où? Nous aussi, on va à Kiji. La Russie, c'est grand. Et on a de la famille éparpillée partout. Alors, c'est très courant pour nous de voyager en train. Au petit matin, Petrozavodsk, la ville industrielle où nous descendons, ne nous retiendra pas. Le problème, c'est que Kiji, c'est de l'autre côté de ce lac gelé. Dans l'idéal, il faudrait qu'on emprunte un de ces petits engins qui flottent sur la glace. On va aller voir. Bonjour. Vous allez à Kiji? On peut monter? C'est pas si bas. C'est pas si bas. Jour blanc sur l'immense lac Onega. Un univers glacé, monochrome, monotone. À peine habité par les fantômes de quelques pêcheurs. Il faut toujours rester vigilant. À la moindre bourrasque, cela devient incontrôlable. Et soudain, la voilà. Perçant l'horizon, l'église de la Transfiguration du Seigneur, merveille de l'architecture russe, cathédrale de bois, poudrée de neige. On y est là. C'est l'ensemble des églises, le Pogost. Magnifique. La légende dit que ces églises en rondins furent construites au XVIIIe siècle par un seul artisan, sans un clou et à l'aide d'une seule hache, qu'il jeta dans le lac par la suite. Pour les murs, ils choisissaient le bois de sapin, droit, plein de résine. Ils ne coupaient le bois qu'au mois de février au janvier, parce qu'à cette époque, le bois dort et toute la sève est à l'intérieur. Alors ça conserve naturellement le bois.
D'accord. Pour la toiture, Marc, on a utilisé le bois de tremble. Tremble, au contraire, ça absorbe l'eau et l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de la toiture. Oui. En plus, ça réagit superbement à l'éclairage du soleil. C'est argenté, on dirait presque du métal. Ah oui, vous avez raison. Ce joyau est un miraculé, sauvé de la destruction certaine pendant la période soviétique par un apparatchik qui parvint à convaincre le parti qu'il illustrait aussi le génie de la créativité prolétarienne. Alors il y avait toujours une deuxième église, plus petite, qu'on pouvait chauffer l'hiver, qu'on pouvait utiliser l'hiver. C'est ça. C'est celle-ci. Équipée par 2 grands poêles à l'époque qui chauffaient l'intérieur. D'accord. Car dans les villages, les paysans peignaient eux-mêmes les icônes. Et ces tableaux naïfs illustrent un catéchisme orthodoxe et racontent une vie austère dictée par le climat. Ici, la danse était considérée La danse comme était un péché. Oui, manger trop était un péché. La gourmandise. Le gourmandisme. Ne pas se conduire bien était considéré comme péché. Peut-être c'était une sorte d'éducation. Regardez la nourriture sur les tables, les parties rouges. On suppose que c'est du carotte. Des carottes. Carotte était une délicatesse à l'époque. Le carotte, c'est riche. Riche, oui. D'accord. C'est le caviar. Oui, comme caviar. Alors on mange des carottes au paradis. 3 siècles plus tard, quelques artisans perpétuent le savoir-faire des bâtisseurs de Kijiji. Je fais une tuile de bois pour les coupoles. Elles sont toutes différentes, avec une courbure particulière pour se superposer parfaitement aux autres. Et ici, vous ne trouverez aucun outil moderne. Je préfère les rabots de mon grand-père. Si l'on faisait cela à la scie électrique, le résultat se verrait tout de suite. Cela abîme le bois et le rondin vieillit moins bien. Pour nous, c'est une fierté d'être les gardiens de ce patrimoine. L'hiver, à peine une 50aine de personnes vivent sur cette île. Nous nous invitons dans une ispa. Il fait bon ici, ça c'est agréable. Bonjour, bonsoir. Ne posez pas vos gants sur la table, ici ça porte malheur. Oh, la boulette. La boulette, pardon. On nous pardonnera ce petit impair autour d'un thé et d'un panier de friandises locales à la pomme de terre. Oui, c'est bon. Très, très bon. Une tarte à la purée, quoi. Au début du siècle dernier, on comptait des milliers d'églises en bois dans les plaines du nord de la Russie. Presque toutes ont disparu. Mais aujourd'hui, le renouveau orthodoxe fait ressurgir ces merveilles dans les grandes villes, comme ici à Saint-Pétersbourg. Malheureusement, cette église a brûlé. Mais des croquis et des plans précis ont permis de la reconstruire à l'identique en 5 ans, à partir de 2004. On a utilisé les techniques ancestrales de charpente russe. Sans clous ni ferrure? Disons, avec presque aucun clou. Pas beaucoup en tout cas. Et soudain, elle s'est révélée à nous. L'âme russe nous appelait dans le cœur par la voix des chants sacrés orthodoxes. L'acoustique est fantastique. Cela donne un son très chaleureux. J'adore chanter ici parce qu'il y a une atmosphère unique. Les fidèles viennent nous écouter. Et notre musique accompagne leurs prières. Elle fait grandir leur foi. Les bulbes de ces églises symbolisent, dit-on, les flammes des bougies. Un feu sacré que des siècles de tumultueuses histoires russes n'auront pas réussi à éteindre.
Avant de refermer cette édition, un mot de sport. Dans le tournoi des 6 nations, il n'y aura pas de grand chelem cette année pour l'équipe de France. Les Bleus ont été battus in extremis aujourd'hui face à l'Angleterre. Une défaite de 3 petits points, 23-20, alors que les Français ont mené jusqu'aux 5 dernières minutes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Sur LCI Canal 26, un documentaire ce soir consacré à Napoléon à l'occasion du bicentenaire cette année de la mort de l'empereur. Sur TF1, les soirées d'audition à l'aveugle se poursuivent dans The Voice. Merci infiniment de votre fidélité. Très belle soirée à nos côtés et je vous retrouve demain dès 13h. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.